Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, à quand des capteurs de qualité de l'air intérieur dans tous les lieux publics? La France est en retard sur ce sujet, très en retard, notamment dans les écoles, alors même que l'air intérieur s'avère jusqu'à 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Le Covid a remis le sujet sur la table, l'occasion pour nous d'en parler aujourd'hui avec un expert français des objets connectés, Netatmo, qui lance un capteur capable de mesurer cette qualité de l'air en temps réel. Également dans cette émission, un contrôle parental sur Internet renforcé. L'ambition, évidemment, mieux protéger les enfants face aux contenus violents sur le net. Dans cette nouvelle loi de mars 2022, le gouvernement prévoit non seulement d'amplifier, mais aussi de simplifier le contrôle parental. Une nécessité lorsque l'on sait qu'un parent sur deux ne met en place aucune solution pour surveiller les activités numériques de son enfant. Le texte prévoit notamment l'obligation pour les constructeurs de tablettes et de smartphones d'installer ce dispositif dès la fabrication. On en parle tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous, j'y crois. Hervé Lejouan, fondateur d'Advisory, croit lui au portefeuille européen d'identité numérique inauguré en 2024. Il se présente comme un véritable coffre-fort électronique ultra sécurisé. Ce wallet digital permet en fait aux citoyens de l'Union européenne de stocker sur leur smartphone leurs documents d'identité ou autres titres sécurisés, comme un diplôme ou un certificat médical. Mais alors, de quelle manière peut-il vraiment simplifier notre vie quotidienne? Réponse là aussi tout à l'heure, mais tout de suite, je vous le disais, place à l'interview du jour. Je vous le disais, dans quelques instants, on parlera contrôle parental avec nos deux invités. Béatrice Piron, députée Renaissance des Yvelines, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Karina Chatin nous accompagne également, responsable de l'éducation au numérique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à la CNIL. Donc, bonjour à toutes les deux. Bonjour. On discutera avec vous tout à l'heure, je le disais, mais pour l'instant, notre invité est Marcin Mezinski, chef de produit senior chez Netatmo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Je le disais, respirer un air intérieur moins pollué, un sujet qui paraît essentiel lorsqu'on sait qu'il est jusqu'à 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Ce sont des données de l'Observatoire de la qualité de l'air. Un sujet d'actualité aussi, puisqu'on en a davantage parlé ces 2 dernières années en pleine crise du Covid. La France est accusée d'être à la traîne sur le contrôle de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public, notamment dans les écoles. Marcin Mezinski, est-ce que c'est le Covid véritablement qui a permis de reparler de la qualité de l'air dans les espaces intérieurs ? En tout cas, en France, oui. Oui. Clairement, parce que c'est vrai qu'on a, nous, senti, en fait, chez Netatmo, cet engouement, si je puis dire, pour cette thématique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, concrètement, à partir du moment où l'OMS a vu qu'il y avait un lien entre la présence de particules en suspension et le fait qu'il y ait une plus de propagation de Covid, en fait, il a été établi un lien que, en fait, on devrait renouveler l'air le plus souvent possible dans les espaces confinés. Confinés au sens, fermé. Vous fermez la fenêtre, que ce soit dans une école, chez vous, dans un hôpital, etc. Est-ce qu'il y a des lieux où on se pose davantage la question? C'est vrai que je parlais des écoles, puisque ce sont des enfants qui officient. C'est là qu'on se pose davantage la question. Tous les lieux publics fermés aussi, finalement? En fait, dans les écoles, si vous voulez, en France, il y a une loi depuis 2015 qui avec différents volets d'application, qui fait que, en fait, on doit équiper, donc c'est les crèches, puis les écoles maternelles, puis les écoles primaires, les lycées, etc., de dispositifs pour capter la qualité de l'air. Et en fait, c'est vrai qu'on se pose cette question, mais il est compliqué encore aujourd'hui pour les collectivités, que ce soit aussi dans le privé, de mettre en place ces mesures-là, parce qu'il y a des difficultés techniques, des difficultés budgétaires, qui font que... Malheureusement, ça n'a pas forcément été toujours bien mis en place. Depuis le Covid, effectivement, on a senti une accélération. Vous l'avez vu dans différentes municipalités qui se sont emparées du sujet. Donc, on va dire, il n'est jamais trop tard. Et là, en fait, on a vu que ce sujet-là, effectivement, est revenu sur le devant de la scène en France, alors que nous, en fait, ce qu'on observe aussi, comme on est un acteur européen, c'est que dans d'autres pays, c'était des problématiques qui étaient beaucoup plus présentes, peut-être aussi où on était un peu plus en avance qu'en France. Quel autre pays, par exemple? Par exemple, les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un pays assez novateur là-dessus, assez pionnier, devrais-je dire. Nous, on travaille déjà en partenariat depuis quelques années avec des intégrateurs là-bas qui en fait ils sont assez présents dans les écoles, et là notamment, alors eux en fait finalement ils n'ont pas eu besoin forcément de loi pour les contraindre,
Et ils s'équipaient déjà de capteurs de qualité de l'air dans les crèches, dans les maternelles, dans les primaires. Et là, depuis 1 an, il y a eu une loi qui est passée aux Pays-Bas qui a vraiment obligé toutes les écoles à s'équiper. Bon, là, on a vu encore une accélération encore plus forte. Évidemment, c'est vrai que la régulation accélère évidemment la propagation de ce type de solution. Comment, de votre expertise sur les objets connectés, c'est ce que je disais, notamment pour la maison, comment cette expertise-là, elle s'est transformée en technologie de capteur? Alors, je crois initialement pour les particuliers, aujourd'hui, donc, vous le développez plutôt pour les professionnels. Il y a un point commun entre ces objets le point connectés. commun, en fait, c'est vous et moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même être humain qui est chez lui ou bien qui est dans un espace public, dans un établissement recevant du public, dans le sens où finalement, ce sont en fait, on agit sur des problématiques de santé, des problématiques de bien-être et de confort. L'autre point commun, c'est la technologie du coup, qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on va réutiliser la même plateforme technologique. La seule différence qu'il va y avoir, c'est dans l'adaptation, dans la manière dont on présente l'information. Dans les versions des produits qu'on a pour les particuliers, on va être beaucoup plus axé sur une restitution sur le téléphone portable, sur des applications pour smartphone, parce qu'on est sur sur l'objet le plus utilisé finalement par les particuliers. Pour les professionnels, c'est un peu différent. Donc là, on a développé très récemment un tableau de bord qui permet d'une visualisation sur le PC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le PC, finalement, c'est l'outil privilégié d'un facility manager, d'un directeur d'école, d'un directeur de maison de retraite, par exemple, lorsqu'il veut avoir une visualisation de plusieurs pièces en même temps, ce qui est un peu moins adapté sur mobile. Donc en fait, si vous voulez, la base commune, pour répondre à votre question, c'est la santé et le confort de l'être humain, d'une certaine manière. Et la technologie. Et la technologie, donc ça, voilà, c'est la même plateforme. Et après, on va juste appliquer des visualisations, des méthodes de rendu différentes pour s'adapter en fait au quotidien de chacun. Alors expliquez-nous à quoi ressemble exactement ce capteur de qualité de l'air intérieur. Quelles informations il capte, justement, là aussi? Alors, il capte 4 informations principales. Donc le CO2 dont vous venez de parler. Il capte aussi la température, l'humidité et le bruit. Donc le bruit avec, en fait c'est juste un micro il va pas spécialement juste écouter ce qu'il vous dit, il va juste capter le niveau du son. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des applications, donc, comme vous dites, pour la santé, donc, au travers de la concentration de CO2 et savoir s'il faut renouveler l'air, mais il y a aussi des applications un peu plus on va dire un peu plus aussi dans l'actualité, avec notamment le contrôle de la température et de l'humidité dans ces locaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des régulations, alors en France, plus ou moins contraignantes sur le respect des températures dans les espaces publics et dans les ERP. En pleine crise de l'énergie, c'est vrai que c'est un sujet. En pleine crise de l'énergie, en fait, si vous voulez, c'est une actualité qui vient percuter vraiment ce produit-là. C'est-à-dire qu'on avait pensé à ce produit-là depuis longtemps. Et là, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'entreprises en fait, se sont mises à la sensibilisation de leurs employés, de leurs collaborateurs, de leurs filiales sur les bons gestes à avoir en matière d'énergie. Mais il y a aussi, en fait, l'étape suivante, finalement, c'est un peu de savoir quelle est l'efficacité de tout ça et de le rendre lisible aussi pour les utilisateurs. De se dire, est-ce que ça marche? Est-ce que ce qu'on préconise fonctionne? Est-ce que la température a vraiment été réduite dans les locaux tels qu'on le pensait? Ou est-ce qu'elle est bien maîtrisée sur tout ça? C'est vrai qu'on a parlé évidemment du Covid, mais capter en effet la température peut être aussi intéressant en ce moment. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont difficiles à recueillir, particulièrement difficiles à recueillir avec ce capteur? Non, pas particulièrement, parce qu'il il se base sur des technologies qui sont vraiment très maîtrisées. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur des capteurs de CO2 dans notre chaîne Etatmo. C'est des capteurs qu'on a développés nous-mêmes. Donc en fait, on est vraiment sur des technologies qu'on maîtrise. Donc concrètement, aujourd'hui, on a un vrai recul là-dessus. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un produit qui se branche au courant, qui se connecte au Wi-Fi, qu'on est sur des technologies partout très matures, très simples d'utilisation, et c'est d'autant plus simple qu'en fait on a pris tout notre savoir-faire B2C. Voilà, donc là où vous n'avez pas envie forcément de passer beaucoup de temps à installer, quand vous êtes tranquillement dans votre canapé, vous n'avez pas envie forcément d'être dans une configuration très complexe, et on a adapté en fait cette ergonomie-là à un univers B2B qui lui en fait est peut-être des fois on se dit bon ok, c'est pas grave de passer du temps sur de la configuration, mais nous on s'est dit non, on veut aussi donner cette facilité là aux utilisateurs finaux, et c'est un peu du coup pour répondre à votre question, c'est le côté il n'y a pas de difficulté vraiment particulière dans la captation
Donc il y a quelque univers que ce Donc soit. un capteur capable de recueillir toutes ces informations en temps réel. Est-ce qu'on est capable de les lire en temps réel aussi, ces informations, depuis donc une tablette, un smartphone ou un tableau de bord, un ordinateur, c'est ce que vous Exactement. disiez. Enfin, vous faites l'article mieux que moi. Non, mais concrètement, effectivement, c'est vraiment bon. On mise vraiment avant tout sur le tableau de bord parce qu'il est vraiment optimisé dans le sens où vous allez avoir une information sur 10, 15, 20 capteurs à la fois sur un même écran, alors que sur un téléphone portable, c'est un petit peu moins adapté parce on est plutôt sur une utilisation de 1 ou 2 capteurs à la fois, d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que vous avez donc c'est du temps réel. Et puis aussi, vous avez des données historicisées. Donc nous, en fait, on stocke les données gratuitement, de manière sécurisée, notamment en Europe, parce qu'on respecte évidemment tout ce qui est relatif à la RGPD. Et donc, concrètement, on a vraiment une visibilité qui est instantanée. Et il y a aussi 2 autres points qu'on met en avant. C'est qu'en fait, sur notre capteur, vous avez un voyant qui permet en fait à l'utilisateur de la salle, mais que ça peut être même aussi des enfants. Donc on s'est rendu compte dans nos expérimentations, on a fait une expérimentation dans une école à Orléans, où en fait ce sont les enfants même qui signalent au professeur qu'il faut aérer, parce qu'en fait ils voient qu'il y a un voyant rouge sur le produit. Ça, c'est la première chose. Et puis une deuxième chose, c'est qu'on a un petit système aussi de QR code qu'on va pouvoir afficher et scanner en fait dans n'importe quelle salle. Et là, en fait, vous allez avoir des informations un peu plus détaillées. Ça veut dire qu'on peut penser, donc, vous allez dans votre salle de réunion, vous allez scanner ça. Mais aussi, par exemple, pour des parents d'élèves devant l'école, par exemple, ils pourraient scanner le QR code de la classe en question de leur enfant pour savoir, en fait, voilà, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le niveau de CO2, la température est bonne. Ça permet une vraie démarche de transparence. C'est intéressant ce que vous dites, puisque une fois ces informations captées, il faut agir sur la qualité de l'air intérieur. Donc, voyant rouge, ça voudrait dire qu'on ouvre les fenêtres, c'est ça? Ça, c'est une solution assez simple finalement. Oui. On aère. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait après, en fait, une fois qu'on a ces informations-là? C'est une très bonne question. En fait, on a plusieurs actions possibles. En fait, nous, on se destine vraiment à être plutôt dans des bâtiments un peu plus anciens. Où il n'y a pas forcément d'action automatisable. C'est vrai que vous avez beaucoup de bâtiments qui sont aujourd'hui les bâtiments très récents, des fois il n'y a même pas de fenêtres ouvrables. Donc là, on n'est pas forcément destiné à ça. Nous, on va se destiner typiquement, comme je disais, dans des écoles où on ouvre la fenêtre, où on a une action manuelle sur la climatisation ou le chauffage. Et le point, c'est de se rendre compte. Donc en fait, le schéma classique, quand on installe cette solution-là chez nos clients, c'est qu'il y a 15 jours, 3 semaines pendant lesquelles en fait, ils se rendent compte de ce qui se passe pas forcément très bien. Donc ils vont dire, ok, là c'est vrai qu'ici on n'aère pas assez, ici c'est bizarre parce que voilà, typiquement dans l'exemple que je vous donnais à Orléans, on s'est rendu compte qu'il y avait une classe qui était très mal isolée par rapport à d'autres. Donc donc ça veut dire que derrière, qu'est-ce qu'on fait? On peut soit faire des petites actions manuelles, soit faire des travaux, soit signaler qu'il y a une panne, par exemple sur la VMC, parce qu'il n'extrait pas assez bien l'air. On est vraiment sur un produit de constat, donc sur les 2-3 premières semaines, on va vraiment avoir beaucoup de constats à faire. Et puis après, en fait, c'est un produit de contrôle d'une certaine manière. Donc, on va contrôler si ce qu'on a mis en place fonctionne toujours. Et puis, s'il y a des anomalies, en fait, on peut venir les corriger. Mais ça, en fait, ça s'adapte vraiment très bien à ce type de bâtiments qui ne sont pas forcément toujours encore automatisés. On aimerait que tous les bâtiments soient automatisés, mais voilà, il y a une inertie très très forte dans le bâtiment avant que tout ça puisse être renouvelé. En fait. À ce type de bâtiment, en quelques secondes aussi, est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui font davantage appel à vous? On a parlé des écoles, évidemment. Voilà, est-ce qu'il y a des filières, des secteurs aujourd'hui qui font davantage appel à vous pour telle ou telle raison? Alors, il y a l'éducation, parce que en fait, donc ça c'est du domaine, parce que ça a été poussé par la loi. Il va y avoir aussi tout ce qui est établissements médico-sociaux, en fait, qui rentrent aussi dans le scope de la loi. En fait, c'est la même loi qui est depuis 2015, qui a différents volets d'application. Le dernier volet rentre en application au 1er janvier 2023. Donc ça va être tout ce qui est maison de retraite, aux hôpitaux, foyers pour jeunes, gymnases, prisons pour mineurs, voilà, tout ça qui doivent être équipés. Donc en fait, on commence à vraiment avoir des sollicitations de ce point de vue-là. Mais aussi le tertiaire. Le tertiaire, en fait, aujourd'hui, qui, je pense, le tertiaire, ça équipe vraiment les bureaux, les coworking, qui n'avaient pas forcément ça en tête, parce que typiquement aussi pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis au télétravail. Donc c'était peut-être des problématiques qui étaient un peu distantes, mais là où ça revient en fait en force, c'est à cause de la crise de l'énergie. Et puis ce sont tout de même des espaces où on passe le plus clair de notre temps, en tout cas dans les bureaux ou les espaces de coworking. C'est vrai qu'on y passe la journée. Merci beaucoup Marcin Mezanski d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté votre solution. Je rappelle, vous êtes le chef de produit senior chez Netatmo, mais vous restez avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, on parle non plus de contrôle de la qualité de l'air, mais de contrôle parental.
Le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet se renforce afin de mieux protéger les enfants contre les contenus violents sur Internet. La loi du 2 mars 2022 prévoit de faciliter l'usage des dispositifs de contrôle par les parents. Aujourd'hui, je le disais, seulement 46% des parents déclarent avoir mis en place des solutions de suivi de l'activité numérique de leur enfant. Les fabricants seront désormais obligés d'installer sur tous les appareils connectés Internet vendus en France un système de contrôle parental. Mais tout ça, on va en parler donc avec nos deux invités. Béatrice Piron nous accompagne, députée Renaissance des Yvelines, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui a participé à l'écriture du projet de loi visant à renforcer donc ce contrôle parental. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Karina Chatin, rebonjour aussi, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Merci d'être là aussi pour débattre avec nous. Béatrice Piron, ma première question sera pour vous. Comment est né ce projet de loi? Quel était le constat de départ? Alors le constat, dès notre arrivée donc en 2017, on a bien pris conscience des dangers d'Internet pour nos enfants. Donc il y a eu plusieurs textes de loi qui se sont succédés donc, dans notre commission. On avait commencé par exemple en premier à interdire les téléphones portables dans les écoles ou les collèges, les lycées pour éviter que les enfants se photographient, passent trop de temps sur leur écran, sur le temps scolaire et utilisent ces outils pour faire du cyberharcèlement. On a eu un texte qui visait plutôt les familles et les parents d'enfants youtubeurs, parce qu'on a pu constater aussi qu'il y avait des familles qui avaient un réel business, un modèle économique, donc par rapport à du temps de leurs enfants qui sont filmés par leurs parents. Donc ça, il fallait l'encadrer. On l'a encadré aussi. On a également travaillé donc sur l'installation automatique donc d'un contrôle parental sur les téléphones portables et tablettes, parce qu'aujourd'hui, donc comme vous dites, plusieurs associations ont fait des constats comme quoi trop peu de parents s'y intéressent, trop peu de parents ont une réelle vision de ce que font leurs enfants. Donc il y a eu une enquête donc faite par l'UNAF et Open qui est flagrante en fin de compte sur toutes les questions, sur toutes les thématiques. Les parents sous-estiment le temps passé sur les écrans, les applications utilisées par leurs enfants. Et donc, certes, il faut améliorer le dialogue parent-enfant, mais il faut aussi accompagner les parents pour qu'ils aient donc des informations réelles, concrètes de ce que font leurs enfants sur leurs outils. Donc il y a peut-être un enjeu de sensibilisation, même déjà avec cette loi. Karina Chatin, pourquoi elle arrive aujourd'hui, cette loi? Je le disais sur le timing. Voilà, expliquez-nous un peu comment les contenus, violents ou non, vous allez nous dire, ont évolué ces dernières années. C'est-à-dire, est-ce que les enfants sont plus sensibles à ça aujourd'hui, en 2022, qu'ils ne l'étaient il y a peut-être 6 ou 7 ans? Alors bien sûr, les enfants sont très présents sur Internet, de plus en plus tôt. Ils s'inscrivent sur les réseaux sociaux bien avant l'âge de 13 ans. Et donc, ils sont exposés à une série de cyberviolences, que ce soit le cyberharcèlement, l'exposition à des contenus à caractère haineux, terroristes, etc. Mais aussi, ils rencontrent aussi des enjeux qui sont plus spécifiques sur la protection de leurs données personnelles et de leur vie privée. Par exemple, le piratage de leurs comptes ou encore l'exploitation commerciale de leurs données personnelles. Et donc, le constat, c'est qu'il y a une vraie exposition de ces enfants à des risques sur Internet, même s'il ne faut pas diaboliser l'outil, il y a aussi des aspects très positifs. Et je crois que dans l'opinion publique, il y a une vraie prise de conscience que la protection de l'enfance doit aujourd'hui être une priorité, doit faire partie des politiques publiques parce que les enjeux sont très forts. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le contrôle parental, vous l'avez dit, est très peu utilisé. Il existe. Parce qu'il existe, mais les parents soit ne le connaissent pas, soit trouvent que c'est trop technique et donc ne l'installent pas. C'est vrai que le contrôle parental peut être un outil pour davantage protéger les enfants en ligne, mais la CNIL attire l'attention quand même et un point de vigilance, car ces dispositifs doivent protéger aussi la vie privée et l'intérêt supérieur de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, lorsque vous installez le contrôle parental, de nombreuses données personnelles de l'enfant sont collectées et elles sont parfois excessives. On peut penser par exemple à la géolocalisation. Et puis, certaines fonctionnalités sont très intrusives. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Bien, l'enfant peut avoir l'impression d'être surveillé en permanence. Donc, ça peut rompre le lien de confiance entre l'enfant et ses parents. Ça peut empêcher l'enfant de s'autonomiser progressivement et de devenir un adulte dans le monde numérique. C'est bien l'objectif aussi, de former les enfants à être des citoyens numériques à part entière. Et puis, ça peut aussi entraver, si vous voulez,
le développement de l'enfant, son autonomie, son jugement critique, et cet espionnage permanent n'est pas donc souhaitable. Donc un dispositif qui permettrait d'être simplifié, c'est ce que vous dites, qui permettrait d'être plus transparent aussi, Alors, qui aurait vocation à être plus transparent et à protéger davantage les données collectées sur ces enfants. Moi, j'aimerais juste revenir, oui, en effet, on va en parler évidemment de la protection des données, mais faire un peu de pédagogie. Le contrôle parental, ça sert à quoi aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il permet, c'est-à-dire d'empêcher les enfants d'aller sur certains sites. Voilà, est-ce qu'on peut rappeler déjà le contrôle parental qui existe donc déjà, peut-être qu'il faudrait le simplifier. En tout cas, il existe déjà sur les tablettes, les smartphones. À quoi il sert ce contrôle parental ? Alors, en tout cas, pas à surveiller les enfants. Moi, je crois que c'est pas une bonne chose comment dirais-je, d'imposer le contrôle parental sans avoir un dialogue avec son enfant. Et ça fait partie d'ailleurs des 3 principes clé que la CNIL défend, c'est le principe de proportionnalité, c'est-à-dire prendre en compte, encore une fois, l'intérêt supérieur de l'enfant, son âge, son degré de maturité pour pouvoir dialoguer avec lui. Ensuite, le principe de transparence, vous l'avez un peu dit, c'est-à-dire le fait d'informer son enfant de l'installation d'un tel dispositif. Et puis enfin, le principe de sécurité des données, parce qu'évidemment, il n'est pas souhaitable que des tiers, et par exemple des entreprises, puissent réutiliser les données personnelles des mineurs à des fins, par exemple, commerciales. Donc, l'installation de ce dispositif, c'est l'occasion d'entamer un dialogue entre les parents et leurs enfants, et de faire en sorte que le numérique ne soit plus un sujet de grande tension finalement dans les familles, parce qu'effectivement, les parents ne savent pas la plupart du temps ce que font leurs enfants sur Internet, se plaignent du temps passé devant les écrans, et donc il est indispensable de renouer finalement ce dialogue et de sensibiliser, d'informer les parents. C'est la raison pour laquelle la CNIL, il y a quelques jours, a lancé une grande campagne d'information, Prudence sur Internet, avec des ressources pédagogiques pour les 8-10 ans, parce qu'effectivement, s'y prendre avant l'entrée au collège, c'est quand même une bonne chose pour les parents, les enseignants, et c'est vraiment une responsabilité collective que d'éduquer au numérique et de faire de ces jeunes des vrais citoyens numériques. Béatrice Piron, on va prendre les choses donc point par point. Que dit ce texte ? D'abord sur la simplification de cet outil, de ce dispositif de contrôle parental. Donc pour que les parents déjà le prennent davantage en main. Que dit le texte là-dessus ? Alors le texte dit surtout que l'outil doit être préinstallé et proposé lors du démarrage de l'appareil. C'est-à-dire que ce n'est pas une application qu'il faut aller chercher, télécharger, mettre en place quand on y pense. C'est dès l'allumage de l'appareil qu'une proposition doit être faite, une question doit être très explicite. Est-ce que c'est un outil qui est utilisé par un adulte ou un enfant ? Et si c'est un enfant, donc vous souhaitez-vous la mise en place de l'outil ? Donc là, on est sur ce que je disais tout à l'heure, obligation pour les fabricants. Donc les fabricants d'installer ça. Donc, il y a une obligation pour les fabricants, mais il y a aussi une obligation pour les distributeurs de contrôler que les produits qu'ils commercialisent donc, sont dans cette réglementation et respectent cette réglementation. Donc le but est que tous les parents découvrent le produit en déballant le produit et qu'ils en soient informés à ce moment-là. Ça, dans les faits, ça peut être fait rapidement ? Alors, je pense qu'il faut attendre. Ça va être compliqué pour les fabricants, les constructeurs de mettre ça en place. Donc, il y aura quelques mois de délai au moment où le décret paraîtra pour que les fabricants puissent lancer les opérations, mais ils en sont informés. Donc, je pense que certains sont déjà en cours de préparation. Alors après, la loi précise également les caractéristiques minimum de ce contrôle parental, parce que contrôle parental, il y en a sûrement de plusieurs niveaux, de plusieurs qualités, on va dire, différentes. Le décret donc précisera exactement ce que doit faire le contrôle parental, parce qu'il est évident que dans le temps et dans l'évolution de la technologie, il y aura peut-être des moyens différents de contrôler dans 5 ans ou dans 10 ans, et on ne va pas refaire la loi à chaque fois, donc ça sera adaptable par décret. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est qu'on doit pouvoir au moins filtrer des sites internet ou des applications qui ne sont pas du tout destinées aux enfants. Donc on doit pouvoir filtrer notamment les sites les plus visés sont les sites pornographiques, donc on en parle souvent, donc pour protéger les enfants de la pornographie. Et également le temps écran, parce que ça fait des années et des années qu'on parle du temps écran, que ce soit le temps télévision, le temps tablette, le temps téléphone. Aujourd'hui, donc les parents ont besoin un petit peu d'avoir une visibilité. Alors l'outil pourra donner la possibilité de bloquer, de limiter ce temps maximum écran sur certaines applications, ou au moins d'informer les parents. Est-ce que ce sera le cas sur tous les appareils ? Puisque c'est vrai que je le disais, tous les appareils vendus en France
avec l'engouement de la seconde main notamment, voilà, on n'achète plus forcément des smartphones ou des tablettes neuves, on peut acheter de la seconde main. Voilà, est-ce qu'il y a une obligation sur ces produits-là également ? Je crois que la loi prévoit que le dispositif sera obligatoire sur tous les appareils qui sont connectés à Internet. Oui. Donc qu'ils soient neufs ou moins neufs, les enceintes, les smartphones, les consoles de jeux. Enfin, donc ça couvre un champ quand même relativement large. Et ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que les enfants, si vous voulez, sont plus vulnérables dans l'univers numérique parce qu'ils ont moins conscience des risques. Donc il est de notre devoir, effectivement, de tout faire pour les protéger. Mais la protection doit aussi s'accompagner d'une autonomisation, quelque part, de l'enfant. Progressivement, vous savez que le règlement général sur la protection des données prévoit qu'à partir de 15 ans... et en même temps le laisser gagner en autonomie. Eh bien, c'est pas paradoxal. En fonction de son degré de maturité, on considère qu'à partir de 15 ans, un enfant devient plutôt d'ailleurs un adolescent, et donc en capacité de comprendre, de savoir qu'il a des droits numériques et de pouvoir les exercer, ces droits. Donc protection, mais aussi sans surveillance permanente, sans géolocalisation systématique, et aussi accompagnement de l'enfant vers une forme d'autonomisation, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de construire le citoyen numérique de demain. Que dit la loi sur la protection des données privées des mineurs ? C'est un autre point abordé également. Voilà, comment on garantit la sécurité, la confidentialité des informations collectées sur ces enfants, en effet, très jeunes ? Alors là, je ne suis pas tout à fait spécialiste, peut-être que vous l'êtes plus sur que ce que moi. dit la loi ? Alors oui, ce texte, sur ce que va dire ce texte. Pas précisément, je dirais que ça fait référence à d'autres textes aussi qui existent. Oui, mais alors, si on va plus loin. Le règlement général sur la protection des données personnelles, donc c'est la première fois dans le droit de la protection des données européen qu'on a des dispositions spécifiques justement sur les mineurs. Et donc avec un renforcement de la protection des enfants. Par exemple, s'il n'interdit pas le ciblage publicitaire, le RGPD considère qu'il est vraiment nécessaire de prévoir des dispositions très protectrices pour les enfants. Pourquoi ? Parce que faire du ciblage publicitaire vers un mineur, c'est dangereux. Ça veut dire que l'enfant va être enfermé dans ses choix, ne va pas pouvoir être autonome, décider, et donc être influencé. Donc ce texte, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il y a un article, c'est l'article 8, sur le consentement justement des mineurs. À partir de cet âge-là, en France, puisque l'âge peut varier selon les pays européens, entre 13 et 16 ans, on a un niveau de protection élevé en France, puisque c'est 15 ans. À partir de 15 ans, si vous voulez, l'adolescent doit pouvoir tout seul, sans le consentement de ses parents, faire des actes courants de la vie quotidienne sur Internet, c'est-à-dire s'inscrire à un réseau social, jouer en ligne, s'inscrire à une plateforme de jeu. Alors, on n'est pas naïf, on sait très bien qu'en dessous de 15 ans, les enfants sont déjà sur Internet. Mais néanmoins, il était important de le marquer dans ce texte pour justement ne pas s'arrêter à la seule protection, mais aller vers un accompagnement, vers l'autonomisation progressive des enfants en ligne. Comment la CNIL, vous avez travaillé, vous, sur ce projet ? Quelle participation vous avez amenée ? Alors, la CNIL a été auditionnée par le Parlement au moment de la discussion de cette proposition de loi du député Studer. Et donc, nous avons fait passer un certain nombre de messages, tels que je viens de les énoncer, notamment les 3 principes clés que les dispositifs de contrôle parental doivent respecter: la proportionnalité, la sécurité des données et la transparence. Et effectivement, la vie privée des enfants ne doit pas être une variable d'ajustement dans le monde numérique. C'est vraiment quelque chose d'important. Où en est-on de l'application de cette loi ? Alors aujourd'hui, donc, le décret a été rédigé, il a été notifié à la Commission européenne. Et donc on attend en retour, je pense, sur le mois de janvier ou février pour pouvoir donc le publier de façon définitive et le mettre en œuvre. Et il y aura encore quelques mois avant la date limite, on va dire, pour que les distributeurs ou les fabricants soient dans les normes. Donc j'imagine en gros l'été prochain. Quels sont vos objectifs ? On le disait tout à l'heure, à peu près un parent sur 2 impliqué aujourd'hui dans l'activité numérique de son enfant. Est-ce qu'on se dit qu'avec un texte comme ça, donc une obligation pour les fabricants, sur les tablettes, sur les smartphones, d'avoir ce dispositif-là installé dès le départ, est-ce qu'on se donne des objectifs en tant que député qui a travaillé sur ce projet de loi ? Est-ce qu'on se dit, en le rendant obligatoire, on imagine que oui, on va avoir un boom et que demain, 80% des parents, on l'espère, seront impliqués sur l'activité numérique de leurs enfants ? Alors, je ne pense pas que dans la loi, on ait évalué ou donné un objectif quantifié. Notre objectif, ça serait que 100% des parents s'impliquent dans la protection de leur enfant. Donc, même à la limite, quand on a un vieux téléphone, parce que ça sera sur les téléphones
vendus. Donc, éventuellement, ça intégrera les téléphones d'occasion. Mais c'est sûr que si un parent transmet son vieux téléphone à ses enfants, il n'y aura pas cette application de préinstallée. C'est ce que je disais tout à l'heure, des appareils qui de ne sont pas neufs. des applications. Donc il faudrait que 100%, l'objectif serait que 100% des parents s'en préoccupent. Bon, je ne sais pas si on pourra le mesurer et si ça sera une réalité, à partir de quand ça sera vraiment la réalité. Mais comme je disais lors d'une intervention hier à la CNIL, l'objectif aujourd'hui est de sensibiliser les parents, de les informer. Aujourd'hui, on essaye d'éduquer nos enfants à l'école, donc il y a eu beaucoup d'évolutions sur tout ce qu'on transmet, l'information aux médias, l'information à la protection des données, l'information sur le harcèlement qui est transmis à nos enfants. Aujourd'hui, il n'existe pas d'école des parents, on va dire. Donc certaines entreprises, même par le biais de la formation continue, essayent de sensibiliser les parents au numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 20% à peu près de la population qui est en situation d'électronisme. Donc moi, je l'ai rencontré d'ailleurs dans certaines écoles où quand on met en place des applications à destination des parents pour suivre les notes de leurs enfants, par exemple, ou le travail scolaire, certains parents demandent à un aîné de la famille ou un enfant de venir à la réunion à leur place, de prendre le mot de passe parental, on va dire, pour assumer cette responsabilité parentale. Ce n'est pas normal. Normalement, ce sont les parents qui doivent être en charge et non pas un grand frère, voire même l'enfant lui-même qui a son mot de passe enfant plus le mot de passe des parents. Imaginez, l'enfant sera un jour à même de mettre des petits mots d'absence numériques vis-à-vis de son établissement scolaire. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors, les enfants ont toujours cherché à truander. Qui n'avait pas écrit un mot d'excuse manuscrit avec une fausse signature? Ça existait avant le numérique, on va dire, cette volonté des fois de transgresser. Mais les parents doivent quand même avoir une visibilité. Quand même. Donc on est sur une loi en tout cas qui vise à faire de la pédagogie, peut-être pas solution miracle, peut-être pas que demain 100% des parents contrôleront l'activité numérique de leurs enfants, en tout cas mais ils seront plus sensibilisés. Également. Il y a peut-être d'autres outils. Le gouvernement a mis en place un site internet aujourd'hui pour informer les parents qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr sur lequel il y a des recommandations sur justement l'installation dès à présent de solutions de contrôle parental, de suivi du temps écran et bien d'autres recommandations. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Voilà, il nous reste 1 petite minute, 2 petites minutes pour terminer là-dessus, c'est-à-dire peut-être d'autres étapes aussi à passer. Vous parliez tout à l'heure de contenu pornographique. Est-ce qu'aujourd'hui les plateformes privées, donc réseaux sociaux ou non sites, jouent véritablement le jeu? Récemment, 5 sites pornographiques ont été sommés par le SSA de bloquer leur accès aux mineurs. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être une étape supérieure aussi à passer? Il y a l'étape de la pédagogie, l'étape de la sensibilisation, et après aussi peut-être forcer certaines plateformes à jouer davantage le jeu. C'est peut-être la prochaine étape. Oui, en fait, en tout cas, s'agissant de la CNIL, on a deux grands types de missions, l'accompagnement, la sensibilisation, l'éducation numérique, et il y a aussi effectivement le volet plus répressif, c'est-à-dire le contrôle et la sanction. Donc les concepteurs de plateformes doivent se conformer à la loi et donc sont tenus effectivement de respecter les grands principes de la loi, de protection des données, et notamment lorsqu'il s'agit de mineurs, d'éviter que effectivement les données personnelles des enfants soient réutilisées à des fins commerciales, d'éviter un ciblage publicitaire permanent. Et ça passe aussi par le design des plateformes, c'est-à-dire que nous avons publié des recommandations sur le site de la CNIL en juin 2021. Et dans ces recommandations, qui s'adressent à la fois aux parents, à la société civile, mais aussi aux entreprises, qui ne doivent pas être exemptes effectivement, du respect de la loi. Et donc, la manière dont sont conçues les plateformes, eh bien, ce n'est pas fait pour les enfants. Si vous allez regarder les CGU, les conditions générales d'utilisation, un enfant ne peut pas comprendre le langage qui est utilisé, il n'y a pas de visuel, donc la transparence, elle est importante. Et elle fait partie d'ailleurs du règlement général sur la protection des données. Les concepteurs doivent concevoir des plateformes vertueuses, qui soient accessibles dans un langage clair pour les enfants. 20 secondes sur les prochaines étapes, peut-être aussi. Alors, au niveau législatif, je ne sais pas, je n'ai pas encore de visibilité sur les prochaines lois, mais ce que j'ajouterais aussi, c'est, donc on a évoqué la sensibilisation des parents, mais aussi encourager les parents à donner l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de se limiter sur son temps d'écran pour des enfants, il faut que ça soit aussi appliqué pour des parents, et je pense que tout le monde doit faire un effort.
Eh ben, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues débattre aujourd'hui sur le plateau de Smartech. Béatrice Piron, je le rappelle, vous êtes la députée Renaissance des Yvelines, membre donc de cette commission des affaires culturelles et de l'éducation, partie intégrante de ce projet de loi. Karina Chatin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je remercie aussi Marcin Mézanski qui est resté avec nous. Je rappelle, vous êtes le chef de produit senior Netatmo. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés. Aujourd'hui, dans Smartech, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous J'y crois. De retour dans Smartech, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de notre rendez-vous opinion avec Hervé Lejouan qui y croit à chaque fois. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Hervé. Bonjour Eva. Comment allez-vous ? Je vais bien et vous, merci. Très bien, merci. Aujourd'hui, vous allez nous parler du portefeuille européen d'identité numérique. Ma première question est assez simple. Hervé, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est que l'identité numérique ? L'identité numérique, c'est un ensemble d'identifiants et d'informations d'identification dans l'univers du digital, qu'un numéro, un nom, un lieu, une date de naissance, tout ce qui permet de vous identifier est tel que exigé finalement par les législations nationales. C'est-à-dire qu'on voit bien un numéro de carte d'identité est exigé aujourd'hui ou un numéro de passeport. Donc c'est quelque chose qui va vous identifier en tant qu'individu. Et donc dans le numérique, c'est le pendant de cette identification qu'on a aujourd'hui dans le monde physique avec nos documents d'identité tels que passeport et carte nationale d'identité. Et donc le portefeuille d'identité numérique européen, puisque c'est le sujet aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi? C'est fin 2020, en fait, on comptait à peu près 19 schémas d'identité. Il y a des choses qui ont été développées en Europe, 19 schémas d'identité numérique qui ont été développés en Europe. Donc, essayez d'avoir des portefeuilles d'identité où vous auriez votre identité qui est effectivement sauvegardée dans votre mobile pour la plupart du temps et qui fait office de document réel, c'est-à-dire que c'est pas seulement une copie. Vous savez, on a usuellement le fait de faire, on fait tout ça, des copies de notre carte nationale d'identité ou de notre passeport pour essayer de prouver que ça prouve rien du tout. Donc il y a eu une commission qui a décidé effectivement de proposer une harmonisation et l'introduction d'un portefeuille en fait européen d'identité numérique unique qui permettrait, et l'idée c'est à horizon 2030 pour 80% des Européens de pouvoir avoir ce portefeuille d'identité numérique sur leur mobile et donc au sein de l'Europe de pouvoir échanger des documents qui seraient des documents officiels mais encore une fois digitalisés. Donc avec la même valeur légale, hein. Absolument, et c'est ça qui est très important, avec la même valeur légale. Et d'ailleurs, c'était intéressant hier, je crois qu'il y a eu l'émission de Delphine sur l'euro digital. On voit bien que tout ça arrive, c'est-à-dire qu'on a cette notion, effectivement, demain, dans notre mobile, on pourra payer, on aura notre identité, on pourra échanger toutes ces informations, et finalement, ça va nous simplifier. L'idée, c'est de simplifier la vie et les démarches qui peuvent être aujourd'hui très fastidieuses. On est tous passés par là lorsqu'on loue une voiture, lorsqu'on doit effectivement déménager. Il faut donner, lorsqu'on doit ouvrir un compte en banque, il faut donner énormément de papiers d'identité, de preuves en fait de son identité. Et avec ce portefeuille numérique, ça sera facile d'échanger de l'information et de pouvoir avoir accès à des choses très facilement avec des tiers, même au niveau médical et santé, pour prouver encore une fois son identité. Hervé, est-ce que les Français sont prêts à l'utiliser, ce portefeuille numérique ? A priori oui. Il y a une étude qui a été menée par Thales en France et qui a dit qu'il y avait à peu près 85% des Français qui étaient prêts à utiliser ce portefeuille. Alors il faut savoir, aujourd'hui on en utilise, les Français via leur application déjà et via leur mobile sous Android ou sous Apple utilisent déjà un peu ce portefeuille. Alors il est limité aujourd'hui souvent à la carte de crédit, mais vous pouvez via Apple Pay ou Google Pay payer aujourd'hui avec votre mobile, ce qui remplace votre carte de crédit physique. Et Apple d'ailleurs aux États-Unis commence à mettre le permis de conduire. Donc on voit bien toutes ces initiatives. Donc les gens sont prêts parce que on voit bien aujourd'hui, on a ce besoin. Encore une fois, on fait des photos, on pense que c'est bon, mais non, c'est pas bon malheureusement. Mais on est tous demain, on a tous envie d'avoir ces démarches simplifiées. Vous parliez des États-Unis, c'est ça. Donc il y a un enjeu de simplification, on l'a bien compris, pour la vie des Français, mais des citoyens européens plus largement. Il y a aussi un enjeu de souveraineté, peut-être européenne aussi.
Absolument, en fait, comme je le disais, les GAFAM, ils proposent déjà ces portefeuilles et wallets, ce qu'on appelle wallet en anglais, et encore une fois, on sauvegarde nos moyens de paiement et autres. Donc l'idée, c'est aussi de se dire que l'objectif, c'est d'être sûr de consolider ces nombreux documents d'identité. Et même si ces sociétés, Apple et Google, disent qu'elles s'engagent à ne pas exploiter les données, enfin, il faut savoir qu'Apple, aujourd'hui, je crois que c'est le premier possesseur au monde de numéros de carte de crédit. C'est-à-dire, ils en ont plus d'1 milliard. Ils possèdent plus d'1 milliard de cartes de crédit qu'ils sauvegardent. Donc, l'enjeu, en fait, il est d'être certain que nous, Européens, on va avoir un système qu'on va pouvoir contrôler, qui va être, bien sûr, entièrement, qui va respecter le règlement européen de la protection des données personnelles, le RGPD. Et puis Contrairement aux États-Unis, Hervé, le portefeuille européen sera plus respectueux de la vie privée, c'est ça, des citoyens, c'est ce que vous dites? Exactement, c'est-à-dire que l'idée, c'est de garantir, là, c'est vraiment de garantir avec les Américains, entre guillemets, ce sont des sociétés privées, donc il n'y a pas de reproche quand je dis ça, mais on ne sait pas demain ce qu'elles peuvent faire de la donnée. Elles peuvent s'engager aujourd'hui et demain, même s'il y a le RGPD, mais à pouvoir utiliser des données, faire des analyses et autres. Là, avec le portefeuille européen qui sera émis par les autorités, effectivement, ils souhaitent absolument garantir l'usage et la protection des données, mais même aller plus loin, c'est-à-dire c'est la minimisation. On ne va pas, par exemple, il y a des exemples qui sont très concrets aujourd'hui. La plupart du temps, pour vérifier votre âge, on vous demande finalement votre date de naissance, pour vérifier si vous avez plus de 18 ans, pour accéder à un certain nombre de services. Il n'y a pas besoin de vous demander votre date de naissance. Ça, c'est beaucoup d'informations. On pourrait juste avoir une donnée qui serait comme une métadonnée qui dirait que vous avez plus de 18 ans. Et ça serait une garantie. Donc, ça veut dire qu'en face, la société aurait la garantie et la certitude que vous avez plus de 18 ans sans avoir votre date de naissance exactement. Donc, c'est des choses qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour, encore une fois, protéger, minimiser les données et garantir que ce ne sera utilisé qu'à des fins effectivement suffisantes par la société. Et donc, pas trop d'informations à divulguer. Et sachant qu'on aura accès en tant que citoyen à des mécanismes d'accès, où ai-je laissé mes consentements, où ai-je laissé mes données, et ainsi de suite. Donc, pouvoir tracer ça correctement. Très rapidement, quand et comment est prévu le déploiement? Alors, normalement, il y a des premières expériences qui sont prévues en 2023. Donc là, dès 2023, il va y avoir des premières expériences et normalement dès 2024. Et ensuite, petit à petit, encore une fois, avec un objectif de couvrir 80% des Européens dès 2030. Merci Hervé Lejouan de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes le fondateur d'Advisory, on vous connaît bien évidemment dans Smart Tech. Merci de nous avoir accompagnés à distance, de nous avoir parlé aujourd'hui du portefeuille d'identité numérique européen. Je vous dis à bientôt. Merci Hervé. À bientôt, Eva. Merci à vous de nous avoir suivis évidemment dans Smart Tech. Merci à Caroline Ricross qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain, toujours sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Tech. Très bonne journée à tous et à demain. Ciao.